Bonjour, je suis la Wolf, et aujourd'hui nous allons parler de Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai, au pays du soleil levant. Cette histoire narre les aventures des légendaires Sins menés par Meliodas dans leur quête pour laver le crime dont ils sont accusés à tort. Publié en 2012 dans le Weekly Shonen Jump, puis en novembre 2015 en exclusivité sur Netflix, l'œuvre compte actuellement 17 tomes et une saison de 24 épisodes. Pour en parler, je reçois deux maîtres coqs en la personne de Wang. Bonjour. Et Kiba. C'est moi. Donc nous suivons Meliodas et Elisabeth qui sont à la recherche des autres Sins, un peu éparpillés dans le royaume. Est-ce que cette partie du scénario ne vous semble pas aller un peu trop vite? Parce que les différents personnages sont censés être séparés depuis 10 ans, or on s'aperçoit assez vite qu'ils ne sont séparés que de très courtes distances. Alors, effectivement, enfin, ça peut choquer de prime abord. Après, il faut comprendre aussi qu'on est clairement dans de l'esprit shonen, c'est-à-dire que toute logique est un peu défiée. Donc, ça peut paraître bizarre, mais au final, il faut très vite rentrer dans l'action. Donc, les 10 ans sont passés en 2 épisodes, et ça rend plutôt bien dans le scénario, puisque comme tu l'as dit, la série sur Netflix est aussi très courte. Elle compte 24 épisodes pour une première saison, enfin ce qui est un format standard pour une première saison. On le voit avec des productions actuelles comme l'Attaque des Titans ou même Dragon Ball Super dont on a fait l'émission. Donc il faut aller très vite, il faut très vite avancer, quitte à perdre de la cohérence dans tout ceci. Mais je pense que les spectateurs et fans de manga ou d'anime ont suffisamment cette capacité à comprendre ces différents codes pour que ça puisse aller très vite de ce point de vue-là. Donc moi, ça ne me choque pas. Ouais, je pense aussi que l'auteur a voulu vraiment mettre l'accent sur ces héros, donc les Seven Deadly Sins, et les faire apparaître le plus rapidement possible. Si on compare par exemple avec One Piece, où y a Luffy qui constitue petit à petit son équipage au fil des rencontres, et à chaque fois qu'il rencontre un nouveau membre, ça prend des plombes. C'est toujours une sous-intrigue là-dedans. Là, je pense que l'auteur avait envie d'aller au plus pressé, au plus direct, et vraiment mettre l'accent sur ces héros, et donc que la rencontre se fasse vite, même si après, effectivement, au niveau de la cohérence, c'est pas top, mais au final, ça passe bien. Et d'ailleurs, je parlais des productions actuelles, comme l'Attaque des Titans ou autres séries. Maintenant, j'ai remarqué qu'à travers beaucoup d'animes, ou alors de mangas, Wang, tu pourras affirmer ou infirmer, mais nous connaissons le casting dès les premiers volumes maintenant. Dès les premiers épisodes, dès les premiers volumes, on n'a plus vraiment envie d'étirer un scénario comme ça. One Piece fait limite partie de la vieille école maintenant. Oui, complètement. Mais oui, c'est... Même pour le cas de One Punch Man, sur lequel on a fait une émission aussi, où au départ c'est un héros solitaire, bon après il y a un sidekick, il y a son partenaire qui arrive assez vite, et sur là où la série en est actuellement, on a vraiment toute une organisation, donc on commence à avoir beaucoup de personnages. Je pense que c'est à peu près le même esprit, et de toute façon l'esprit de groupe fait partie du caractère du shonen. Il y a toujours cet esprit, et en plus ça permet aussi de diversifier les personnalités. Mais alors, est-ce que ça vous semble pas étrange, justement, si on connaît le casting et si les différents personnages sont censés se connaître, que quand ils se voient physiquement, on a l'impression qu'ils se redécouvrent comme s'ils ne s'étaient jamais vus avant? Alors moi, effectivement, c'est quelque chose qui m'a plutôt marqué, puisque c'est les Seven Deadly Sins, donc c'est une bande, un peu comme les 12 salopards d'ailleurs, ou toute bande qui se... Les 7 mercenaires. Voilà, les 7 mercenaires, voilà, ou les 7 samouraïs. Voilà, les 7 nains. Voilà, enfin, plein de 7 trucs. Et du coup, ils sont tatoués, ils ont l'air d'avoir un certain background, ils se connaissent très bien pour la plupart, notamment entre la géante dont j'ai oublié le nom, voilà, et Meliodas, donc, qui est le chef de la bande. Et pourtant, effectivement, quand ils rencontrent d'autres personnages, on dirait qu'ils ne se connaissent plus du tout. Et pourtant, ils ont traîné ensemble. Alors, sans vraiment spoiler, il y a d'autres personnages comme King, Harlequin,
qui lui par contre a changé complètement de physique, donc c'est-à-dire que tous ses partenaires, la plupart de ses partenaires pardon, l'ont connu comme un gros bonhomme, plutôt grand, gros, puant, d'après les termes d'ailleurs de la bande, et au final il se trouve très rapidement que c'est un petit chérubin, roi des fées, roi des elfes. Donc on peut dire qu'aussi c'est parce qu'ils n'ont pas forcément connu tous leur véritable physique. Il y a de ça en fait, c'est aussi une manière de faire la tension narrative et faire des rebondissements. En fait d'ailleurs quand on les voit pour la première fois, c'est dès le chapitre d'intro où on a les 7 avis de recherche, où ils ont une apparence qui est plutôt menaçante, de personnages adultes, un peu patibulaires. Et après, le décalage, c'est justement quand on les retrouve, ils ont des têtes plutôt sympathiques, voire même mignonnes. Hein, enfin, et des caractères voilà. plutôt avenants aussi. C'est ça. Et après, je pense aussi que le fait qu'ils ne se connaissent pas très bien entre eux, ça permet aussi de jouer aussi sur le fait que le lecteur, ou le spectateur pour l'animé, va découvrir les choses en même temps qu'eux. Alors que sinon, on va avoir un Meliodas et un Ban, par exemple, qui se connaissent tellement bien et qu'il n'y a plus besoin de faire les présentations, et du coup, le lecteur risque d'être perdu. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là, et aussi c'est pour avoir, encore une fois, des surprises, toujours avoir toujours un rebondissement derrière pour dire ouais non mais en fait il y a encore une solution derrière, ça peut arranger. Alors, on voit très bien le rôle que peuvent avoir les Sins, donc, puisque ce sont avant tout des guerriers, le rôle qu'a Elisabeth, puisque c'est elle qui amène la quête de retrouver les Sins pour libérer le royaume, mais le personnage de Hawk, en fait, qui est en fait un cochon qui parle, qu'est-ce qui l'amène dans l'histoire ? Bah, la dimension comique, hein, de toute façon tout shonen a une espèce de sidekick humoristique, ou de mascotte, ça dépend, des fois il y en a qui font un peu le double emploi, c'est le cas ici. Bon après, le côté kawaii d'un cochon, il y en a qui apprécieront, d'autres non. Et voilà, je pense que c'est plus un personnage humoristique et qui a aussi un côté... Alors tous les personnages ont un peu ce décalage, mais lui aussi il a une apparence plutôt mignonne, mais il a un caractère de cochon. Voilà, ça c'est fait. Et aussi il y a l'aspect aussi avec sa mère, Hawk Mama, qui est très utile justement au niveau de l'intrigue en fait, sur des détails de background, mais finalement elle est assez utile. C'est un moyen de transport. Hein. Voilà. On l'apprend dès le premier épisode et dans le manga, sûrement dans les premières pages. Oui, c'est ça. Alors moi pour Hawk, j'ai une petite théorie en fait, c'est surtout que ce personnage en fait, outre le fait d'être un sidekick, je le compare d'ailleurs un peu à Krillin d'ailleurs dans Dragon Ball, puisqu'au final il vient beaucoup aider les personnages dans des situations qui sont très tendues. Quand la situation est désespérée, au final, Hawk apparaît à beaucoup de moments pour pouvoir apporter une solution sur le moment, provoquer un déclic chez un personnage ou alors retrouver un personnage qui est perdu. Et c'est surtout que Hawk, je pense qu'il va avoir un très gros rôle parce que, sauf si c'est quelque chose vraiment pour le rendre un peu plus kawaii, mais il a une sorte de trèfle au niveau des fesses. Déjà d'une, tout le monde en plus s'étonne que ce soit un cochon qui parle. Il a un trèfle sur les fesses, je pense qu'au fur et à mesure, alors on ne l'apprend pas du tout dans la première saison, je ne sais pas si on apprend ça dans les mangas, mais il ne me semble pas, puisque ça couvre la même distance pour le moment. Ouais. Je pense que ça va être un peu ce genre d'animal qu'on trouve kawaii mignon, un peu inutile, et qui au final, au fil des aventures, va se transformer en une créature légendaire qui va aider les Sins à un moment ou à un autre. Ce serait complètement raccord de toute façon avec le reste des personnages qui aussi ont toujours des trucs cachés. C'est ça. Donc pour en revenir à cet aspect un peu mignon des différents personnages, certaines images sont particulièrement violentes alors que le design général de la série est plutôt mignon, agréable et très coloré. Est-ce que ça crée pas une sorte de décalage un peu étrange ? Alors la violence dans ce manga est un peu particulière. En fait, dans la production manga plus spécifiquement, il y a un peu de tout, et notamment des choses un peu plus violentes. Par exemple, l'Attaque des Titans, qui est aussi un shonen, ça y va aussi. Mais l'Attaque des Titans a un côté beaucoup plus glauque, alors que là, on est vraiment dans un aspect spectaculaire. Et notamment, sans trop spoiler, il y a des personnages qui ont des capacités de guérison qui sont au-delà de la normale, et donc en fait, ils peuvent se permettre de se mettre des beignes et même de se faire démembrer. C'est pas un problème. Et je pense que ça renforce justement ce côté spectaculaire, et ce côté tout peut arriver dans les combats, ils peuvent se mettre des mandales nucléaires, ça passera toujours, et du coup
il n'y a pas non plus de représentation trop gore. Bon, il y a des démembrements, des choses comme ça, mais c'est pas non plus le cœur du truc, ça va pas aller sur le détail. Même cette violence d'ailleurs sert de running gag. Hein. Bon, là, désolé, mon petit œuf, on va te spoiler, mais bon, il y a Ban, donc le renard de l'avarice, donc qui est le personnage ultra cool, etc., qui représente lui aussi tous les stéréotypes. De toute façon, hein, cet anime manga est une représentation de tous les stéréotypes du shonen. Je sais pas si tu voudras qu'on y revienne un peu plus tard, mais par exemple, donc Ban est immortel. Et son running gag, en fait, est de se faire littéralement exploser par tout adversaire. D'ailleurs, même quand ils se retrouvent avec Meliodas, ils n'hésitent pas à se mettre des mandales, à s'arracher les bras et tout. Enfin, il y a vraiment pas de restriction par rapport à ça. Et c'est qu'en plus, cette violence sert vraiment l'histoire. Elle sert à montrer aussi, justement, qu'il y a des passages qui sont plutôt durs, qu'on est sur un autre type aussi de production qu'on retrouve actuellement. Je suis désolé, on va encore revenir encore une fois sur Dragon Ball Super, où on a attaqué donc l'arc de Freezer, où il y a des passages où donc Piccolo se fait arracher son bras et on ne voit plus rien du tout. On dirait qu'ils sont en train de casser une biscotte en fait. Donc là, on a essayé de mettre de la violence pour faire plaisir aux vieux fans qui aimaient, enfin c'est pas qu'on aimait la violence, mais du moins les mangas avec lesquels on a grandi. C'est le drame qui est associé à cette violence-là. Voilà, la violence, en fait, il faut savoir que ça a toujours été inclus dans le manga. C'est ce qui a fait d'ailleurs les nombres de polémiques qu'il y avait. Mais là, clairement, dans Seven Deadly Sins, on revient au vieux code du shonen, et ça, c'était vraiment pas pour me déplaire. C'est ça qui est réjouissant. Ouais. Donc non, pas plus choquant que ça, et ça s'intègre au contraire très bien, et ça souligne même encore un peu plus la différenciation en fait entre ces deux univers, et c'est pas pour me déplaire personnellement. Moi non. Le personnage de Meliodas a un physique d'enfant, d'ailleurs ça sera rappelé plusieurs fois par différents personnages qui vont le croiser, mais il a des manières qui sont clairement des manières d'adulte. Est-ce que ça va pas créer un déséquilibre au niveau de l'identification du jeune public ? Il y a un peu de ça, ouais. Mais je pense que ce côté un peu naïf, enfantin, on le retrouve, c'est un des codes majeurs du shonen. On prend Goku, on prend Luffy, Naruto aussi dans un certain sens, et il y en a des tonnes comme ça qui ont ce côté naïf, très guilleré, et avec, bon, une perversion à la limite. Si on prend la nourriture pour Goku, ou ben là c'est un peu plus de grivoiserie en fait. En fait, ce serait Goku, mais avec les perversions de Tortue Géniale. C'est ça. Mais en fait, voilà. Déjà, ça va pas plus loin que ça. Et quand on lisait Dragon Ball à l'époque, c'est juste fripon, quoi. C'est touche pipi, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Il y a d'autres shonen qui ont un fanservice beaucoup plus prononcé et qui aujourd'hui ne tournent plus qu'autour de ça. Fairy Tail. Voilà, j'osais pas le dire. Là, je pense il y a du fanservice, faut pas s'en cacher, mais ça reste vraiment dans un contexte humoristique et pas graveleux, pas voyeuriste. Oui, c'est pas vraiment choquant. En plus, on peut dire que Meliodas, donc, qui ne fait pas du tout son physique, on dirait qu'il a 15 ans, 14-15 ans, donc il est clairement dans la cible qu'il veut toucher, hein, le manga ou aussi bien l'anime. Le public. Voilà, c'est du public shonen. Honnêtement, en plus, ce qu'il fait, je vais pas dire qu'on le fait tous ou etc. Mais en fait, c'est un fantasme de l'adolescent. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre en toute impunité ses mains sur les fesses ou sur la poitrine d'Elisabeth, qui est une fille très bien en chair. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de problème pour moi. Le seul problème que j'y vois un peu, c'est que contrairement à Dragon Ball ou d'autres séries où justement systématiquement le héros ou un autre personnage se prenait une claque ou alors se faisait ruiner la tête, hein, comme dans City Hunter ou alors effectivement Muten Roshi dans Dragon Ball. Là, Elisabeth se laisse faire en fait. Hein. Oui. Oh, Meliodas-sama Voilà, c'est juste ça, quoi. Oui. Pensez-vous que Seven Deadly Sins sera un énième shonen dans la longue lignée des shonen, ou est-ce qu'il arrivera à marquer son époque comme ont pu le faire Dragon Ball, One Piece et plus récemment Naruto? C'est difficile à dire. J'aimerais que ça devienne un classique, parce que personnellement je retrouve beaucoup de qualités que j'ai appréciées dans Dragon Ball, que j'ai appréciées
dans un autre registre avec Hokuto no Ken, avec Saint Seiya. Mais bon, c'est quand même au niveau du graphisme, c'est quand même assez Dragon Ball. Et il y a vraiment, et encore une fois aussi par le déchaînement de violence très, très spectaculaire. Vraiment, en fait, on sent vraiment une impression de puissance quand on lit ou quand on regarde l'animé. Mais après, je pense que c'est un peu tôt pour savoir si ça va devenir un classique ou pas. Je pense déjà, l'apport d'une version animée, c'est toujours une bonne chose. Oui. C'est toujours preuve de succès. Là, en plus, le fait qu'il y ait une deuxième saison qui arrive en 2016, ça montre que ça continue, que les spectateurs ont été au rendez-vous. Mais je pense que ça va se juger sur le plus long terme et il faudra voir ça dans une dizaine d'années à peu près. Alors moi, personnellement, si on reste d'un côté subjectif, oui, j'ai envie que ça rentre dans les annales du manga parce que je retrouve ce plaisir que j'ai eu avec Dragon Ball Z et sûrement pas Dragon Ball Super. Justement, ça fait partie de... C'est cette bonne vieille Madeleine de Proust en fait, Seven Deadly Sins. Je retrouve énormément de saveurs et ça me donne envie d'en consommer un peu plus. Après, d'un point de vue objectif, pour que ça rentre aussi dans l'histoire du manga et de l'anime, il faut aussi certaines choses bien précises. Donc déjà, il faut une série à rallonge, ce qui semble bien parti, puisque comme tu le disais en introduction, il y a 17 volumes. Derrière aussi, il faut une qualité au niveau du scénario. Pour le moment, même s'il est assez simpliste, il y a quand même des éléments qui sont cachés et qui fait qu'à travers chaque page et chaque épisode, on a envie d'en savoir un peu plus. Moi, personnellement, je n'arrivais plus à m'arrêter de regarder l'anime. Je voulais vraiment savoir ce qu'il arrivait aux personnages, épisode après épisode. Derrière, il faut aussi du chara-design de qualité. Ah ben, je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors, moi, du point de vue de l'anime, on a une animation qui est franchement plutôt bonne, bien plus du niveau de One Punch Man que d'un Dragon Ball Super, encore une fois. Désolé pour les fans. Là, c'est le niveau 0 en fait. Donc, voilà, on est au niveau 0, épisode 5 si tu m'entends. Et donc il y a un peu de tout ça qui fait que pour moi, si ça continue à ce niveau-là, enfin du moins au niveau de l'anime, et comme tu le disais aussi, en plus il est en train de continuer, l'anime, il y a eu d'ailleurs 2 OAV qui ont été produites aussi. Et des spin-offs en manga qui sont déjà en cours. Ouais. Je pense qu'il a sa place dans le Panthéon s'il continue comme ça. Ouais. Et donc au final, votre note ? Pour moi, je dirais que c'est un œuf à la coque, mais l'œuf que me préparait ma mère ou ma grand-mère. Enfin, c'est comme disait Kiba, c'est une recette qu'on connaît, c'est une recette qu'on a déjà goûtée, mais on retrouve cette saveur, c'est toujours aussi bon. Et il y a encore un petit quelque chose en plus, c'est assez indescriptible, mais en fait c'est les mêmes ingrédients, c'est à peu près la même cuisson, mais c'est assaisonné d'une certaine façon qui fait que ça arrive à trouver son originalité. Alors moi je voulais mettre une omelette à la truffe, mais je le ferai pas parce que du coup je l'avais déjà dit pour One Punch Man, donc je me retrouve bien enquiquiné, comme disent les jeunes voyous. Et donc moi je vais plutôt dire qu'en fait c'est une crêpe salée où il y a l'œuf au milieu en fait, et que c'est super bon et on le fait craquer parce que comme tu le disais, on connaît tous les aliments en fait dans tout ça, mais il y a vraiment une saveur supplémentaire qui une fois mis bout à bout, t'en redemandes encore une fois. Donc vraiment très très bon quoi, vraiment très très bon. C'est ça. Eh ben, merci Wang, merci Kiba pour. Merci à toi pour cet épisode, et on vous retrouve pour une prochaine voix off. Da 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 da.